Merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour m'avoir invité et aussi les féliciter pour l'organisation de cet événement dont le format mérite vraiment d'être salué. Donc, je vais apporter à leur demande un regard un peu décalé sur la question des droits parce que j'ai travaillé sur des handicaps différents de ceux qui sont au cœur des discussions aujourd'hui, puisque j'ai travaillé plutôt sur les handicaps moteurs et visuels. Donc, en travaillant par entretien biographique auprès de personnes avec ces deux types de handicap, je me suis intéressée à la question de savoir par quel processus leurs droits se concrétisent si on les envisage à une échelle individuelle, telle qu'ils se concrétisent dans l'expérience individuelle. Donc, avant de développer quelques conclusions de cette recherche, je voudrais faire 3 mises au point préalables rapides. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux droits. Ça pourrait paraître une évidence, donc je vais passer vite là-dessus, mais juste pour préciser pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux droits en tant que sociologue, c'est parce que les droits ont quelque chose à voir avec le fonctionnement de la société, et plus précisément, ils ont le potentiel de modifier deux types de rapports de pouvoir. Le rapport de pouvoir entre les individus et l'État, et les rapports de pouvoir entre les individus entre eux. Donc ils ont, comme ça a été largement rappelé, un potentiel émancipatoire, toute la question étant de savoir comment ce potentiel se réalise. Alors ensuite, deuxième précision que je voudrais aborder, c'est une précision sur le type de droit dont je vais parler. Donc j'aborde les droits liés au handicap de façon très large. Donc il est important de l'indiquer quand on parle de droits dans le domaine du handicap parce que selon les travaux, on se concentre parfois sur certains types de droits plutôt que d'autres. Donc certains sur les droits antidiscriminatoires, d'autres sur les droits sociaux. J'envisage pour ma part ces droits de façon très large, en incluant bien sûr ces deux types de droits que je viens de mentionner, mais aussi le droit à l'éducation, le droit à l'intégrité corporelle, la protection contre les violences, le droit à l'accessibilité, les droits politiques, etc. Alors, en France, comme dans pas mal d'autres pays, on a différents types de droits qui coexistent et qui sont fondés sur des orientations contradictoires. Par exemple, le principe d'accessibilité universelle coexiste avec le développement de systèmes de transport spécialisés. La promotion de l'accès à l'école ordinaire s'est accompagnée du maintien d'un droit à l'éducation spécialisée, etc. Donc, un des aspects intéressants de l'étude de la concrétisation des droits à l'échelle individuelle, c'est justement de voir comment les individus s'approprient et retraduisent ces orientations contradictoires. Alors, troisième précision que je voudrais apporter, c'est le fait, avant d'en venir au niveau individuel, qui est celui auquel je vais me placer, préciser qu'on peut distinguer analytiquement, enfin, c'est assez schématique, mais deux grands niveaux de concrétisation des droits. Alors, par concrétisation, je désigne les processus par lesquels les droits deviennent réels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un droit énoncé dans le droit à un droit qui fait quelque chose dans l'expérience individuelle. Par exemple, de l'affirmation du droit à l'éducation au fait que tel enfant autiste fréquente effectivement l'école de son quartier avec tout le soutien nécessaire. Donc, en parlant de processus de concrétisation, on est d'emblée dans une démarche plutôt qualitative de compréhension de comment les choses fonctionnent, plutôt que dans une démarche de mesure de l'effectivité, par exemple le taux de scolarisation des enfants handicapés. Et donc, il me semble qu'on peut distinguer dans les travaux de sciences sociales deux grands niveaux d'étude de ces processus de concrétisation des droits. Un niveau que je qualifierais de méso, centré sur les intermédiaires institutionnels et associatifs de concrétisation des droits, et un niveau plus individuel. Donc, entre le droit dans les textes et le droit qui se concrétise dans l'expérience individuelle, on a d'abord toute une série d'intermédiaires institutionnels et associatifs qui interviennent donc dans ce processus de concrétisation des droits, soit en facilitateur, soit en obstacle. Ils incluent par exemple, dans le champ du handicap, la MDPH, les établissements médico-sociaux, les établissements scolaires, les entreprises, les commissions municipales d'accessibilité, les associations, les syndicats, etc. Et donc, on a des intermédiaires qui sont spécifiques aux différents types de droits que j'ai mentionnés. Et puis, on a aussi des acteurs plus transversaux qui font de l'intermédiation dans l'accès aux droits. On peut penser au rôle d'Internet, des médias spécialisés, des réseaux sociaux, des associations, l'entourage de la personne, etc. Donc, on a tous ces niveaux intermédiaires. Alors, pour ma part, je me suis concentrée vraiment, je suis partie vraiment de l'expérience individuelle, donc du niveau individuel.
Donc en travaillant à l'échelle des individus, comme je l'ai fait, et c'est ce que je vais présenter ensuite, il est important de se souvenir que ce qu'on observe à leur échelle est conditionné par toute une chaîne juridique, institutionnelle et ou associative de définition et de mise en œuvre des droits que l'on peut retracer pour partie à partir de l'expérience individuelle, mais on n'a vraiment que le bout de la chaîne de la concrétisation des droits quand on travaille auprès des individus. En même temps, je défendrai l'idée qu'on se situe aussi au moment le plus significatif, celui de l'effectivité ou de l'ineffectivité du droit, telle qu'elle se joue pour les ressortissants, qui sont, du point de vue des droits fondamentaux, le seul public qui compte. Du point de vue des institutions, par exemple, on aura d'autres mesures de l'effectivité, comme par exemple les notifications, mais cette mesure compte peu pour l'individu si elle ne se traduit pas dans l'expérience. Donc, par exemple, on peut avoir une notification d'orientation vers une formation par la MDPH. Si elle ne se traduit pas par un accès effectif à cette formation, le droit ne sera pas concrétisé, même s'il a été notifié. Donc, en partant des individus, il manque certes un bout de l'histoire, mais je défendrai l'idée qu'on est quand même au plus près de la question de l'effectivité. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer donc si on se situe à ce niveau-là, et si on étudie cette question de la façon dont les droits se concrétisent à l'échelle des individus. Donc je rappelle que j'ai travaillé dans le champ des handicaps moteurs et visuels, et donc à partir de là, je présenterai 4 grandes conclusions de ma recherche sur ce point. Alors, la première idée, c'est celle que se combinent dans la concrétisation des droits des dimensions structurelles et des usages individuels. Alors, on a souvent tendance à penser la concrétisation des droits en termes de mobilisation individuelle des droits. C'est ce que suggère par exemple le titre de la session. On exerce ces droits, on les mobilise, on prend appui sur eux pour contester. Et cela renvoie aussi à l'association classique entre droit et action en justice. Donc, selon cette conception, il faut, pour que les droits se concrétisent, d'abord que la personne prenne conscience de ses droits, en prenne connaissance, puis qu'elle agisse à partir de ce savoir, soit effectivement par le biais de démarches judiciaires, soit plus couramment par le biais d'une invocation de ses droits dans des contextes de la vie courante. Par exemple, en cas de difficulté à obtenir des aménagements dont on a besoin sur son lieu de travail, on va d'abord protester ou chercher à négocier avec l'employeur avant d'agir éventuellement en justice. Or, il me semble que cette conception courante de la concrétisation des droits, qui l'associe à une démarche active et consciente de la part des individus, est restrictive. Les droits individuels, et c'est heureux, se concrétisent aussi de façon relativement indépendante de ces processus. Si on les envisage tels qu'ils se concrétisent in fine dans l'expérience des individus, les droits interviennent pour certains comme un simple élément de cadrage de l'expérience individuelle, sans être nécessairement conscientisés, mais plutôt comme une forme d'allant de soi. C'est l'effet que l'on peut notamment attendre de droits anciennement reconnus et dont la mise en œuvre ne pose pas problème. Imaginons un enfant avec une déficience motrice qui naîtrait dans une société où l'école lui serait ouverte, accessible et aménagée, et où les transports en commun, par exemple, seraient parfaitement accessibles également aux fauteuils roulants. Cet enfant irait à l'école et se déplacerait dans l'espace urbain sans avoir conscience de faire valoir un droit à l'éducation inclusive ni un droit à l'accessibilité des transports. Ces droits n'en seraient pas moins concrétisés dans son expérience. Donc cet exemple est aussi pour moi l'occasion de souligner qu'il faut prendre en partie au sens propre l'idée de concrétisation des droits. Les droits se concrétisent aussi dans des rampes d'accès, des feux sonores et des plages braille, tout autant que dans le comportement non discriminant d'un employeur face à un candidat handicapé, par exemple. Mais cet exemple permet aussi de montrer que c'est inversement quand les droits posent problème, quand leur concrétisation n'est pas garantie, qu'ils sont le plus susceptibles d'être conscientisés et qu'ils ont besoin d'être exercés. Et la concrétisation partielle d'un droit est d'ailleurs un des vecteurs de prise de conscience de ces droits. Dans le cas du droit à l'accessibilité, par exemple, les récits que j'ai recueillis montrent que la mise en accessibilité partielle de l'espace urbain et des transports est un vecteur assez effectif d'une prise de conscience du droit à l'accessibilité par les attentes qu'elle crée. Une personne aveugle qui apprécie la mise en place d'annonces sonores des stations sur une ligne du métro parisien va forcément développer une attente quant à l'existence de ces annonces sur la ligne suivante. Et de fait, la sonorisation partielle des lignes sera un vecteur de prise de conscience d'un droit à l'accessibilité encore bancal dans sa concrétisation.
Alors, l'autre cas qui nécessite un exercice, une invocation des droits et qui est très courant dans le champ du handicap, c'est celui où les droits sont associés à une catégorisation, à la reconnaissance de l'appartenance de l'individu à une catégorie. Et c'est notamment le cas de tous les droits sociaux, tels que l'AAH ou la PCH. Donc, dans ce cas, l'accès aux droits est conditionné par une démarche de recours de la part de la personne qui suppose notamment qu'elle se plie à cette logique de catégorisation et notamment à l'identification comme personne handicapée qui n'est pas toujours évidente. Mais les droits sociaux ne sont pas les seuls types de droits qui supposent des démarches de la part des ressortissants en vue de leur concrétisation. C'est aussi le cas du droit antidiscriminatoire lorsqu'il suppose par exemple la mise en place d'aménagements raisonnables. Et à cet égard, les deux modalités possibles de légalisation des chances en matière de handicap, les aménagements individuels et la conception universelle, ont des implications très différentes en termes de droit. Alors que la conception universelle fait en sorte que l'accès ou la participation sont immédiatement acquis pour les personnes handicapées sans démarche particulière de leur part, les aménagements doivent le plus souvent être demandés, parfois négociés. Donc lorsque l'école est équipée d'un ascenseur, nul besoin de négocier l'aménagement d'une classe au rez-de-chaussée, par exemple, pour un élève en fauteuil. Donc on se rapproche dans ce cas du premier cas de figure de droit allant de soi. Donc pour résumer, la première idée clé que je voulais souligner est que la concrétisation des droits, si on l'envisage à l'échelle individuelle, ne repose pas seulement sur des démarches actives et conscientes de la part des individus, mais relève aussi d'éléments structurels. Et c'est justement quand la concrétisation des droits ne va pas de soi ou que les droits sont définis sur une base catégorielle qu'ils ont besoin d'être activés, de faire l'objet de démarches individuelles particulières. Alors ceci étant posé, je vais ensuite me concentrer sur ces moments où les droits ont besoin d'être conscientisés et mobilisés, à la fois parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est là que les droits posent problème, et parce que c'est de ça que parlent les gens. Les droits qui vont de soi, on en parle peu ou pas, ce qui induit aussi un biais méthodologique possible quand on travaille sur la concrétisation des droits, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la deuxième conclusion essentielle à partir de là que je voudrais développer, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas que du droit dans les droits. Alors, dans les pratiques que les gens développent pour rendre leurs droits concrets, ils ne s'appuient pas nécessairement sur le droit institué. D'abord parce que dans certains cas, le droit fait défaut. Par exemple, le report de l'obligation de mise en accessibilité fait en sorte qu'il est moins évident de s'appuyer sur le droit national en France pour appuyer une demande de mise en accessibilité. Mais aussi parfois parce que les instruments juridiques correspondant aux droits en question sont inefficaces. Une des personnes que j'ai rencontrées se plaignait par exemple de l'efficacité limitée de la carte de priorité ou carte station debout pénible pour obtenir un siège dans les transports en commun quand on a un handicap invisible. Cette personne avait besoin de s'asseoir et avait essayé de montrer sa carte de priorité, mais se trouvait alors contraint de répondre à une batterie de questions des autres passagers qui voulaient en savoir plus sur la nature de ce handicap avant d'accepter de céder leur place. Pourquoi avez-vous besoin de vous asseoir, etc., etc. Donc la carte ne lui permettait pas d'exercer efficacement son droit de priorité, ou en tout cas de façon qui soit confortable pour lui, sans avoir à révéler tout son dossier médical notamment. Et cet homme avait alors trouvé une parade consistant à se déplacer avec une canne pliante qu'il dépliait dans les transports en commun, ce qui lui garantissait une place assise bien plus efficacement que le fait d'avoir à montrer sa carte de priorité. Donc bien que n'ayant pas besoin d'une canne, il l'utilisait comme un moyen de mettre en scène aux yeux des usagers un handicap plus familier pour eux, et c'est ainsi qu'il exerçait son droit de priorité. Donc tout ça pour dire que la concrétisation des droits passe aussi par des moyens extra-juridiques. Les gens concrétisent leurs droits par toute une série de tactiques à l'échelle individuelle qui ne s'appuient pas nécessairement sur le droit institué. Alors, troisième conclusion importante, le périmètre et la signification des droits fait l'objet d'une renégociation au niveau individuel. Ou, dit plus simplement, ce qu'on observe à l'échelle des individus, c'est ce à quoi ils estiment avoir droit, qui peut différer du droit institué, là aussi. Alors, pour reprendre l'exemple du droit de priorité, dans la loi, l'usage de la carte de priorité est limité au guichet des administrations et au transport public. Or, les personnes concernées ont tout autant de difficultés à attendre debout dans les commerces, par exemple, et mobilisent souvent la carte de priorité dans ce contexte aussi, par exemple dans la queue du supermarché.
Le droit de priorité qui fait sens pour eux est un droit qui s'applique à tous les lieux où il y a une file d'attente. C'est comme cela qu'ils le définissent et c'est souvent comme cela qu'ils font usage de la carte de priorité. Certaines personnes sont par ailleurs conscientes du décalage entre leur conception du droit de priorité et la conception juridique. Une des personnes que j'ai rencontrées commentait par exemple au sujet de son exercice du droit de priorité dans les supermarchés, je cite, « C'est au bon vouloir de ceux qui ne connaissent pas la loi finalement ». Fin de citation. Mais la renégociation, la traduction qui se joue au niveau individuel porte aussi sur la signification que les individus donnent à ces droits juridiquement reconnus, qui peut être à distance du sens qui leur était assigné au moment de leur inscription juridique. Alors ça, c'est quelque chose qui est notamment fréquent dans le cas des droits sociaux. Donc, notamment alors que l'AAH et la PCH ou la CTP ont juridiquement des vocations distinctes, donc l'allocation adulte handicapé est un minima social, la prestation de compensation du handicap est une prestation de compensation universelle. En pratique, pour les personnes qui reçoivent les deux prestations, elles peuvent être perçues en bloc comme une forme de revenu de base dont certaines personnes peuvent revendiquer des usages qui sortent des cadres juridiques, mais expriment de leur part des revendications de droit. Par exemple, le droit au loisir, le droit aux études ou le droit à une compensation de la parentalité, par exemple, qui n'est pas reconnu dans le cadre de la PCH. Inversement, j'ai rencontré des cas de non-recours à la PCH de la part de personnes de classe supérieure parce qu'elles assimilaient cette prestation à une prestation sociale en dépit de son caractère universel, avec derrière une forme de fierté de ne pas en avoir besoin et aussi une démarche revendiquée comme une démarche civique consistant justement à réserver les fonds publics à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais dans tous les cas, le message initial de la PCH comme une prestation universelle n'était pas reçu comme tel, pas vraiment perçu comme légitime. Et puis, dans certains cas, ce qui a dans la loi le statut d'un droit est vécu par les intéressés comme une contrainte. C'est par exemple le cas de la RQTH que certaines personnes évoquent comme une obligation, souvent imposée par l'employeur pour remplir son quota d'emploi, ou alors qui est perçu comme un passage obligatoire afin de pouvoir accéder à des aménagements. Donc, pour conclure ce troisième point, la concrétisation des droits au niveau individuel, c'est aussi une redéfinition de ce que les droits sont et de ce qu'ils signifient, donc de leur périmètre et de leur signification. Et puis, quatrième point, une dernière conclusion essentielle de ma recherche a trait au lien étroit entre ce que j'ai appelé l'avoir et l'être des droits, c'est-à-dire avoir des droits et être sujet de droit. La concrétisation des droits au niveau individuel, ce n'est pas seulement avoir des droits et les exercer éventuellement. Cela renvoie aussi à la question du degré auquel on se sent considéré comme sujet de droit au fil du processus par lequel ces droits substantiels se concrétisent, ou pas d'ailleurs. Donc, est-on considéré par l'administration, par l'employeur, par le médecin comme un sujet de droit ? Cette dimension processuelle renvoie pour partie à des droits juridiquement reconnus. Par exemple, le droit à l'information, à la communication du dossier médical, le droit à une réponse dans des délais décents, etc. Mais elle a aussi une teneur plus symbolique, renvoyant à la façon dont on se sent traité en tant qu'individu, à la considération dont on a le sentiment de faire ou non l'objet, ce que les sociologues désignent comme relevant de la dimension statutaire des inégalités sociales et qui est particulièrement saillante dans le champ du handicap. Donc cette préoccupation est omniprésente chez les personnes que j'ai rencontrées et elle impacte fortement la façon dont elles vivent la concrétisation ou la non-concrétisation de leurs droits dans leur dimension plus substantielle. Par exemple, ce qui fait du droit à l'éducation un droit fragile dans la France contemporaine, ce n'est pas seulement le fait que l'accès aux établissements ordinaires et aux aménagements ne soit pas toujours garanti, c'est aussi, et peut-être surtout, le fait que lorsqu'il se concrétise, il persiste encore souvent à être concédé sur le mode de la faveur, dans une démarche qui construit les ressortissants en bénéficiaires chanceux de la mansuétude d'un individu ou d'une organisation, plutôt qu'en sujet de droit. De même, le rapport distant que les personnes handicapées, que plusieurs personnes handicapées peuvent entretenir à des droits sociaux comme l'AAH ou la PCH, qui pourtant peuvent faire une différence dans leur vie quand elles y ont recours, s'explique en partie par le fait que le processus d'attribution de ces droits est perçu comme étant marqué par le soupçon, le contrôle social et, dans certains cas, l'apitoiement, plutôt que par la simple reconnaissance comme sujet de droit ou la simple reconnaissance de l'éligibilité.
l'éligibilité. Donc en d'autres termes, on se sent reconnu, et parfois difficilement et aléatoirement, comme ayant droit à, sans pour autant être véritablement reconnu comme sujet de droit. Mais face à cette situation, les individus ne sont pas non plus passifs. Leurs luttes pour concrétiser leurs droits sont indissociablement des revendications pour se faire reconnaître comme sujet de droit et digne de respect. Donc je conclurai simplement en résumant les 4 conclusions essentielles de cette étude de la concrétisation des droits à l'échelle individuelle. Donc d'abord, l'idée selon laquelle la concrétisation des droits combine des dimensions structurelles et des usages individuels. Ensuite, l'idée que la concrétisation des droits peut se faire en dehors, voire en dépit du droit. Ensuite, l'idée selon laquelle le périmètre et la signification des droits font l'objet d'une renégociation au niveau individuel. Et puis, finalement, ce qui est en jeu dans la concrétisation des droits n'est pas seulement d'avoir des droits, mais aussi de se faire reconnaître comme sujet de droit. Merci.